Chers collègues, si vous voulez bien prendre place, merci. Monsieur Verbizier, bonjour. Docteur Bichon, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous l'avez souhaité. Nous avons donné suite à votre demande. Nous sommes dans le cadre d'une commission d'enquête et je me dois de vous rappeler un certain nombre d'obligations qui sont les vôtres, comme elles sont les nôtres, parce que c'est une commission d'enquête. Vous allez nous apporter un éclairage sur votre point de vue concernant le dopage. Nous sommes obligés, avec mes collègues, de vous dire, non pas de vous rappeler, de vous dire que cette audition est publique et que vous avez l'obligation de dire la vérité, toute la vérité. Chacun peut avoir sa version de la vérité, mais tout le monde doit nous dire la vérité, vous comme les autres. Et j'ai fait à chaque une de nos nombreuses auditions, parce qu'on est au travail depuis 3 mois et demi maintenant, le même discours, en vous demandant l'un après l'autre de bien vouloir prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, de lever la main droite et dire je jure. Monsieur Berbizier, tout d'abord. C'est ça ? Je le jure. Ah, je le jure, pardon. Excusez-moi. Je pensais que vous répétiez le... On n'est pas habitué à ces procédures. Je radote parfois, mais là, non, c'était volontaire. Docteur Bichon. Je le jure. Merci. La tradition dans notre commission d'enquête, avec l'accord de l'ensemble des membres, c'est de pouvoir donner la possibilité à celles et ceux qui ont souhaité parler de disposer d'environ un quart d'heure. Certes, je suis originaire de la capitale de l'horlogerie française et européenne, un peu moins aujourd'hui qu'il y a quelques années encore, mais bon, on essaiera de tenir à peu près les délais, mais vous avez en gros un quart d'heure pour vous exprimer sur le sujet, pas un quart d'heure chacun. L'un d'entre vous ou les deux, vous prendrez le temps nécessaire dans le cadre d'un quart d'heure pour nous donner votre version des choses. Et nous aurons la possibilité de vous poser quelques questions ensuite, si vous le voulez bien. Je devais normalement demander au public, mais le public est souvent remplacé par un certain nombre de membres de la presse, donc ça s'applique aussi à eux. On ne doit pas manifester ni positivement ni négativement, en fonction de ce que l'on entend, on doit écouter. Donc merci de bien vouloir vous résoudre à, pour une fois, écouter. Ces propos liminaires étant tenus, je vous laisse le soin de parler. Qui commence, Monsieur Berbizier, Docteur Bichon? Docteur Bichon. Voilà, étant le plus jeune, c'est moi qui vais commencer. Voilà, donc tout d'abord, nous vous remercions, Pierre et moi, d'avoir accepté de nous entendre dans le cadre de cette commission, qui est bien entendu sur un rapport sur l'efficacité de la lutte antidopage. Et donc nous avons bien conscience de ce pourquoi nous sommes là. Et vous savez également que nous y sommes parce que des propos ont été tenus sur nos propres personnes, et en particulier sur la mienne, en touchant un petit peu mon intégrité personnelle et mon intégrité médicale, ce qui est quand même un petit peu plus grave. Et donc, si vous permettez, je vais, en très brève introduction, vous dire qui nous sommes. Pierre est beaucoup plus connu que moi, mais moi je vais vous dire, faire un petit digest de ma vie et de ma vie dans le monde du sport. Hein. Donc je m'appelle Marc Bichon, je suis né le 27 avril 1950, donc je suis plus tout à fait très jeune, à Carmont dans le Tarn, un pays riche en rugby et riche en matière politique, comme certains d'entre vous le savent. J'ai prêté serment une première fois, le serment d'Hippocrate, en novembre 1978. Et j'ai commencé ma carrière le 19 avril 1979 au ministère de la Jeunesse et des Sports en tant que médecin contractuel et médecin-chef du centre d'entraînement d'altitude de Font-Romeu, qui s'appelait à l'époque Lycée climatique et sportif de Font-Romeu. Et donc j'ai fait pendant de 1979 à 1986, j'ai été le médecin de ce centre d'entraînement d'altitude, ce qui m'a valu l'occasion de
parler beaucoup dans le monde de ce qu'est l'entraînement en altitude, et au-delà de ça, de rencontrer de grandes équipes et de m'occuper personnellement de la préparation en altitude de l'équipe de France de football en 1982, en 1984 et en 1986. Voilà. En janvier 1986, j'ai été affecté au Krebs de Toulouse, dont j'ai créé le service médical et j'ai créé également un département d'évaluation-recherche. C'était la grande époque de l'évaluation au ministère des Sports. Et nous étions missionnés, j'étais personnellement missionné pour la Fédération française de rugby, pour la Fédération française d'athlétisme, pour la Fédération des sports de glace, et j'en passe, pour les aider à développer leur programme de développement et d'évaluation. Au travers de cette carrière, je suis resté médecin chef du Krebs de Toulouse jusqu'en 2004. Et pendant toute cette période, j'ai été un acteur modeste, certes, de la lutte antidopage. J'ai beaucoup travaillé sur l'information de nos jeunes sportifs et sur la formation de nos jeunes sportifs vis-à-vis des problèmes du dopage, car c'était notre devoir et notre mission. Et dans le même temps, j'ai été, pour la deuxième fois, j'ai prêté serment, puisque j'étais médecin préleveur, et donc devant le tribunal de grande instance de Toulouse, je suis allé prêter serment. Donc j'avais prêté 2 fois serment, et la 3e fois aujourd'hui devant vous, c'est un honneur pour moi. Voilà, donc vous dire qu'au travers de cette carrière, bien sûr, les problèmes du dopage ont toujours été en filigrane derrière nous, et bon, c'est quelque chose dont j'avais fait mon combat entre guillemets. Je ne dis pas que je ne le fais pas aujourd'hui, mais je suis un petit peu loin du sport de très haut niveau. Mais j'ai fait mon combat de cette lutte antidopage, et j'ai fait mon combat surtout de la formation et de l'information de nos jeunes sportifs vis-à-vis de toute cette problématique. Dans toutes ces années, les choses ont évolué. Elles ont évolué grandement. C'est-à-dire qu'au début, entre guillemets, nos propos étaient des propos un petit peu de curé, je dirais. Fais pas ci, fais pas ça, voilà la liste, ça. Et puis petit à petit, on est allé, maintenant on est plus dans la lutte contre les conduites addictives. Et c'est vrai que dans ces centres d'entraînement, on a plus de problèmes de type addictif vis-à-vis de la cigarette, vis-à-vis du cannabis et un petit peu de l'alcool. Mais bien entendu, on continue à expliquer à nos jeunes sportifs qui sont des sportifs de compétition quels sont leurs droits et devoirs, comment ils doivent se comporter lors d'un contrôle antidopage. Voilà, donc ça a été toute ma vie, ça l'est encore aujourd'hui, mais ça a été toute ma vie, de mes 25 ans de ministère de la Jeunesse et des Sports. Et à l'époque où nous nous sommes rencontrés avec Pierre Berbizier, ou à l'époque qu'il m'avait gentiment offert de l'accompagner au niveau de l'équipe de France de rugby, j'étais appartenant au ministère des Sports, ce qui fait que je dirais modestement que les propos qui ont été tenus l'autre jour me blessent et me touchent profondément, parce que, effectivement, j'étais à 100 000 lieues de ce qui a été dit l'autre jour. Voilà. C'est ce que je voulais dire en préambule. Je vais demander à Pierre de continuer. Merci pour ces premiers mots. Monsieur Berbizier. Mais pour ma part, je vois que j'ai encore une longue route à... Pardon. J'ai encore un peu de route à faire, puisque par rapport à Mars, ce n'est que la première fois que je prête serment. Il m'en reste 2 encore pour boucler la boucle. Donc un petit peu de route pour moi. Juste rectifier par rapport à la présentation, je vois ancien joueur de rugby professionnel. J'ai jamais été joueur de rugby professionnel. Juste pour préciser notamment l'époque dans laquelle j'ai été cité, même entraîneur, je n'étais pas entraîneur professionnel. Donc je suis d'une génération, je n'ai pas connu le professionnalisme en tant que tel comme joueur ou entraîneur de l'équipe de France dans l'épisode qui me concerne aujourd'hui. Donc on travaillait à l'époque. Et pour finir de me présenter, donc moi j'ai commencé comme prof de gym, donc j'ai éduqué des enfants, j'ai entraîné des adolescents et j'ai entraîné ensuite des adultes. Donc aujourd'hui, me retrouver devant vous, je voulais d'abord vous remercier, puisqu'à notre demande, c'était le seul moyen pour s'exprimer devant des faits
complètement surréaliste en ce qui me concerne quand j'ai entendu ces propos. Je dois vous avouer que je suis... bon, mais c'est comme ça et je vous remercie de nous recevoir pour au moins nous exprimer parce qu'on n'avait pas d'autre cadre dans la mesure où le cadre juridique de la diffamation ne peut pas être utilisé aujourd'hui. Donc merci beaucoup de nous recevoir et de pouvoir nous exprimer sur le dossier dans la mesure où, comme Marc, et si j'ai fait appel à Marc dans cette période pour m'aider pour encadrer l'équipe de France, c'était d'abord par rapport à son expérience de médecin, c'était de haut niveau. C'était aussi par rapport à ces problèmes-là, sachant qu'on avait des moyens beaucoup plus limités. On s'occupait de la préparation physique. Christophe Mombé, lui, s'occupait vidéo statistique, qui était notre entraîneur. Donc on n'avait pas un staff médical très fourni, que ce soit pour la préparation physique. Et ces problèmes-là, dans notre organisation du travail, on a essayé de les traiter dans une organisation du travail parce que je crois que le haut niveau, c'est beaucoup de travail et par rapport à ces problèmes-là, il y a certains principes de ma formation, de prof de gym, d'éducateur et d'entraîneur qui m'ont convaincu qu'effectivement, c'est par l'organisation du travail et un certain travail qu'on peut arriver et confirmer au haut niveau et peut-être lutter contre le problème sur lequel on va parler aujourd'hui. Ça a toujours été mes principes, ça a toujours été ma conviction et je dois vous avouer que mes principes aujourd'hui et ma conviction me rendent encore plus fort devant ce genre de témoignages que je ne peux accepter et devant... Et je suis prêt à m'exprimer, à parler de ce problème en toute transparence, en toute clarté, mais sur des faits précis, pas sur des allégations, sur des preuves précises, pas sur du candidaton ou des rumeurs. Malheureusement, notre monde aujourd'hui est basé sur la communication. Moi, j'ai toujours été dans l'action. Peut-être qu'il faudrait trouver un équilibre entre la communication et l'action. Aujourd'hui, l'action est pénalisée par ce type de communication et en tous les cas, je ne pense pas qu'on lutte efficacement contre le dopage, ce pour le quoi on est ici aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, on favorise ce fléau que j'ai toujours combattu et que je tiens à préciser encore plus fort aujourd'hui. Merci. Puisque vous parliez de Laurent Benezech, c'est vrai qu'il est venu devant notre commission. Et je crois me souvenir qu'il nous a dit qu'il avait la conviction forte que pendant la Coupe du Monde 1995, il aurait été, entre guillemets, traité à la cortisone. Vous étiez entraîneur et médecin de l'équipe de France à cette époque. Que pensez-vous de cette affirmation ? Elle est peut-être impérative. Peut-être déjà replacée, avant d'aborder le problème médical, déjà replacé dans le contexte global d'une organisation de Coupe du Monde, ou du moins de cette Coupe du Monde, voir comment on fonctionnait à l'époque, très peu de rassemblements. Je crois que l'année de Coupe du Monde, donc l'année 95, on a eu en tout et pour tout 40 jours, compétition comprise, pour préparer ce groupe. Donc il faut savoir qu'à l'époque, un match du tournoi, pour illustrer mon propos, un match du tournoi le samedi, on était réunis le mercredi à 11h pour jouer le samedi. Donc c'est une toute autre époque. Et effectivement, les périodes où on pouvait se retrouver, c'était les périodes de tournée ou les périodes de Coupe du Monde où on partait pour 4 et 5 semaines. D'où pour nous cette opportunité, ce créneau-là, d'organiser un travail de haut niveau puisqu'on avait la possibilité de travailler en continuité sur la durée avec un groupe. Et quelque part, c'est ce qui nous a permis, si vous voulez, d'avoir certains résultats en tournée, Argentine 92, Afrique du Sud 93, Nouvelle-Zélande 94, et donc compétitif pour cette Coupe du Monde 95 qui se terminera en demi-finale contre l'Afrique du Sud pour les raisons que vous savez. Donc, dans l'organisation, on avait basé, nous, effectivement, sur un travail assez intense dans ces périodes-là où on pouvait concentrer les joueurs et avoir les joueurs à disposition en continuité. J'ai toujours essayé de développer le secteur de la préparation physique et le secteur du médical. J'ai toujours fait appel à des gens compétents sur ces domaines-là
pour pouvoir encadrer et amener des joueurs à leur meilleur niveau, notamment sur le plan physique, pour pouvoir ensuite développer les habiletés tactiques et techniques. Donc mon souci dans l'organisation de notre travail, ça a été de développer toujours cette préparation, ce suivi médical et la préparation physique, qui sont deux éléments complémentaires de la préparation tactique. Sur le plan médical, Marc. Oui, alors, merci d'avoir resitué la question avec la période, ce qui se faisait, etc. C'est important pour nous. Docteur. Voilà, justement. Et ce qui est très important, c'est que comment nous fonctionnions avec Pierre et avec tout le staff de l'équipe, c'est-à-dire que on avait à l'époque des joueurs qui s'entraînaient 3 à 4 fois par semaine, pas plus, par rapport à l'époque que nous connaissons actuellement. Et en fait, il y avait un très gros retard sur le plan de la préparation physique. Or, il se trouve que personnellement, j'ai un dada qui est cette préparation physique et pour lequel on a travaillé ensemble. Mais on était à 100 000 lieues, si vous voulez, des préparations biologiques et tout ce que vous voudriez. Là, on avait besoin de faire courir les joueurs, de les muscler, parce que ils étaient très en retard. Pierre, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ils étaient très en retard. Comment je fonctionnais, moi, sur le plan médical? Médical pur. Bon, en matière de rugby, il y a d'abord la bobologie ou même la traumatologie, hein, puisque c'est quand même pour ça qu'on est là. Hein, voilà. Il y avait de temps en temps des petits problèmes de pathologie médicale. Moi, j'avais, comme j'ai toujours eu, dans mes affaires médicales, dans mon matériel médical, j'avais des produits qui n'étaient pas dangereux sur le plan de la législation et dangereux pour l'utilisation et qui pouvaient être accessibles, qui étaient dans ma valise, qui étaient accessibles pour moi, mais qui auraient pu être accessibles pour d'autres personnes plus ou moins bien intentionnées. Et à côté de ça, j'avais ce qui est toujours mon devoir de médecin, ma trousse d'urgence. Et ma trousse d'urgence, où effectivement il peut y avoir des injections de corticoïdes et tout ça, qui était à part, qui ne me quittait pas, qui était toujours dans ma chambre, et personne au grand jamais n'avait accès à cette trousse d'urgence. C'était si quelqu'un faisait un œdème de Quink ou je ne sais quoi d'autre, de vraiment urgent. Et partant de là, dans les produits que j'utilisais, je n'avais jamais de produits qui pouvaient être dopants. Voilà, parce que qui étaient sur la liste. Hein, nous sommes bien d'accord. Je n'en avais jamais. Et donc, quand ce monsieur dit, à l'insu de mon plein gré, parce que quelques années plus tard, j'ai pris des corticoïdes et je me suis retrouvé dans une forme d'euphorie qui m'a rappelé l'euphorie que j'avais pendant la Coupe du Monde de 95. Quand ce monsieur dit ça, je dis, tiens, c'est la Madeleine de Proust. Comment peut-on dire, Marc Bichon, à l'insu de mon plein gré, est allé me donner de la cortisone? Comment peut-on dire ça? Enfin, voilà ma réponse, Monsieur le Président. La question est, a-t-il fait l'objet d'un traitement à la cortisone ou pas? À mon sens, non. C'est une réponse. À mon sens, non. Posée. Non. Il nous a dit aussi, lorsqu'il est venu à notre rencontre, à notre demande, je le cite, comme ça, les choses sont claires. L'équipe de France avait un médecin responsable qui était Marc Bichon, un manager qui était Pierre Berbizier. Je ne pense pas que Marc Bichon ait pris de son fait la responsabilité de mettre en place un protocole médicalisé sans en référer au manager général, et le manager général, Pierre Berbizier. Je ne pense pas qu'il ait pris la décision sans en référer au président de la fédération de l'époque, qui était M. Bernard Lapassé. Vous êtes sous serment. Est-ce que vous démentez ces propos qui a tenu M. Benezège? Complètement en ce qui me concerne. Pardon. Complètement en ce qui me concerne. Si j'ai pu avoir des problèmes avec ma fédération aussi, on a toujours été par ses propos, il attaque aussi ma fédération. Je trouve ça complètement déplacé.
Autant avec Bernard Lapassé, on s'est toujours expliqué franchement. Je répète, je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, et notamment sur la préparation de cette Coupe du Monde, parce qu'évidemment, j'espérais avoir un peu plus de temps, comme tous les entraîneurs d'équipe nationale qui souhaitent d'avoir un maximum de temps de préparation, qui plus est par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, à savoir que la continuité dans le travail, un certain travail, nous amenait à être compétitifs et nous aurait permis, je pense, d'être encore plus compétitifs, puisque j'ai la frustration aujourd'hui que ce n'est pas 10 cm qui nous a manqué, comme on vous l'a vendu, les 10 cm, mais ce sont des kilomètres de préparation. On maîtrisait un fonctionnement que l'on avait validé lors des précédentes tournées au travers des résultats qu'on avait acquis sur des nations majeures qu'on allait rencontrer. Et donc, quelque part, ça remet en question toute cette organisation et ça met en cause aussi une fédération qui n'a jamais, en tous les cas à cette période avec Bernard Lapassé, qui n'a jamais trempé là-dedans. Donc, quelque part, je suis profondément blessé par ce genre de propos, effectivement. Si je puis me permettre, Monsieur le Président, je vais vous donner un élément de réponse aussi. Je n'ai jamais obéi à quelle pression que ce soit, et en toute amitié, si Bernard Lapassé ou si Pierre Berbizier m'avaient demandé d'accéder à ce genre de pratique, j'aurais présenté illico presto ma démission. Car tel est mon honneur. Ça a au moins le mérite d'être clair. D'une manière plus générale, on a entendu des choses, donc on essaie de revenir sur les principales choses qui ont été évoquées. Il nous a affirmé qu'en matière de dopage, et je le cite, ouvrez les guillemets, le rugby est exactement dans la même situation que le cyclisme avant l'affaire Festina. Vous apercevez, je pense, le poids d'une telle affirmation. L'affaire Festina a été, semble-t-il, quand même une affaire largement commentée et qui a suscité de nombreuses réactions. Donc, qu'en pensez-vous ? Pour avoir été un des premiers à dénoncer dans l'arrivée du professionnalisme les cadences infernales et l'arrivée de l'argent, ça m'avait valu à l'époque un certain tollé, simplement le fait de dire attention, le professionnalisme, les cadences infernales, l'arrivée de l'argent, ce sont des conditions qui peuvent créer le dopage. C'était au début des années 2000. Heureusement que Marie-Georges Buffet, à l'époque ministre Jeunesse et Sport, m'avait un petit peu sauvé du lynchage médiatique qui avait été sur ses seuls propos, mais qui voulait simplement et clairement positionner et me positionner dans ce débat-là pour lutter. C'était en termes préventifs, et qui est encore plus aujourd'hui ma position. Alors, effectivement, comparé à l'affaire Festina, en ce qui me concerne, je n'ai jamais vu dans le monde du rugby, que ce soit en club, que ce soit au niveau fédéral, un système organisé, institutionnalisé de dopage. Donc si pardonnez-moi de vous interrompre. Si je réponds à la question que je pensais vous poser, c'est même pas la peine que je vous la pose. Avez-vous été témoin direct ou indirect de pratiques dopantes dans le rugby ? J'ai eu, pour ma part, j'ai été confronté 2 fois, avec une fois au niveau de mon club, le Racing, avec un joueur qui a été contrôlé au cannabis, et je l'ai été une autre fois en Italie, avec un joueur aussi sur un produit qu'on dit entre guillemets festif, en préparation de Coupe du Monde. On procédait à des tests internes pour avant de choisir le groupe, et on avait été, enfin j'avais sorti ce joueur qui avait été pris aussi sur ce type de produit. Voilà pour ma part les 2 fois où j'ai été confronté à des contrôles positifs sur le dopage, tout en étant conscient aujourd'hui, et ce que j'avais signalé en 2000, qu'on n'est pas à l'abri, et que soit le rugby, avec les valeurs du rugby que l'on prétend, que l'on nous vend aussi pour parfois nous endormir, je crois que je suis lucide là-dessus,
on n'est pas à l'abri et on est confronté encore plus aujourd'hui avec le mixage des populations rugbystiques. Aujourd'hui, l'hémisphère sud, vous avez un mouvement permanent, ce qu'on n'avait pas à l'époque, où vous aviez une certaine stabilité, où on peut effectivement être mis, où le joueur peut être mis aujourd'hui en contact avec ces méthodes-là. Pour ma part, je ne l'ai jamais connu, hormis les deux situations que je vous ai citées. Donc, selon vous, ces pratiques n'étaient pas généralisées et ne le sont toujours pas. Je dirais, je précise, quand je dis on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri d'une automédication ou médicamentation. Aujourd'hui, effectivement, d'ailleurs, ça pose tout le problème de notre formation, et je m'inquiète d'ailleurs pour notre formation des jeunes qui enferment dans des ghettos des jeunes à qui on fait espérer des contrats mirobolants. Aujourd'hui, en ce qui me concerne rugby, on a pris le modèle du football. Aujourd'hui, effectivement, des sommes d'argent assez conséquentes que l'on fait miroiter à des jeunes et qui sont peut-être prêts à tout avec ces phénomènes de groupe, de regroupement, où ils n'ont que ça à faire, couper du quotidien, où ils sont peut-être prêts à tout pour décrocher un premier contrat. Donc, effectivement, je crois qu'il faut être vigilant au niveau de la formation, vigilant aussi, bien évidemment, au niveau professionnel. Je ne suis pas sûr, effectivement, que certaines ne soient pas amenées par rapport à la contrainte aussi du haut niveau à faire usage par rapport. Ça, on n'y est pas à l'abri, effectivement. Merci. Pour rompre la monotonie de ma voix, je vais passer le relais à mon rapporteur préféré qui va bien vouloir continuer. Jean-Jacques Lozac. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur Berbizier, avant d'être entraîneur, avant d'être sélectionneur du 15 de France, vous avez été un joueur de très haut niveau. Pendant une dizaine d'années, vous avez été demi de mêlée du 15 de France. Est-ce que justement, comme joueur, pendant cette période-là, vous avez été, je dirais, confronté à ce problème du dopage? Est-ce que c'était un sujet que vous évoquiez entre vous, au sein du club, au sein du 15 de France, ou bien est-ce que c'était quelque chose qui était passé sous silence, qui était occulté? On était loin de ces préoccupations. Je crois qu'on en discutait un petit peu avant. Effectivement, ce qui a changé avec l'arrivée du professionnalisme, quand on voit la longévité aujourd'hui des carrières et des joueurs, je suis d'une génération, à 30 ans, on commençait à être vieux parce que le travail n'était pas le même, n'était pas de qualité. La récupération, surtout. Le problème, c'est que je suis d'une génération où à 30 ans, on avait 500 bringues dans le cornet, comme on dit, et en termes de récupération, on le payait aux alentours de 30 ans. Aujourd'hui, avec la qualité du travail et d'encadrement, parce que je crois aussi qu'il faut valider la qualité du travail qui est fait en matière de préparation. Et aussi avec la récupération. À l'époque, et je l'ai précisé, j'étais joueur en équipe de France, mais on travaillait le lundi, donc ce problème de récupération était un gros problème pour son travail. Mais ce que m'a fait comprendre en tant que joueur de haut niveau, je l'ai ensuite continué en tant qu'entraîneur. Je crois que c'est le travail. Moi, je suis arrivé au haut niveau par le travail. Donc, j'ai compris que si pour arriver au niveau et pour y rester, c'était par le travail. J'ai toujours essayer justement d'avoir cette culture du travail et transmettre cette culture du travail, parce que je pense que c'est la base indispensable d'une réussite au plus haut niveau, que ce soit en tant que joueur, que ce soit en tant qu'entraîneur. Alors un travail encadré, un travail qualifié, en fonction des spécificités, bien évidemment. C'est pour ça, je le répète, que je me suis toujours entouré et cherché à développer les secteurs de la préparation physique et de l'encadrement médical en termes de récupération notamment, qui permettait justement de pouvoir amener le joueur et l'équipe à maximiser son potentiel. Merci. Monsieur le rapporteur, continuez. Oui. Pour continuer sur cette même préoccupation, est-ce qu'à un certain moment, je reviens là-dessus parce que cela a été dit lors d'une audition précédente, vous avez été en quelque sorte troublé
dubitatif face à l'évolution morphologique des joueurs de l'hémisphère sud. Oui, c'est vrai qu'on a vu, mais je crois que un, l'évolution naturelle, deux, le travail. Marmichon précisait travailler 3-4 entraînements, ma période de joueur et ensuite ma période d'entraîneur. Aujourd'hui, et j'entends qualité de travail, aujourd'hui je suis d'une génération, on n'utilisait pas la musculation, très peu. Et effectivement, il y a quand même cette préparation et cette musculation qui est arrivée. Il y a aussi l'évolution naturelle. Aujourd'hui, vous avez des joueurs qui dans le profil des groupes que vous avez, la différence, mon époque, un joueur comme Sela, 85 kilos, était considéré comme un monstre physique. Aujourd'hui, vous n'avez pas un 3/4 ou très peu de 3/4 de haut niveau, sont à moins de 100 kilos. Donc il y a une évolution naturelle et aussi une évolution des méthodes de travail, la musculation, la récupération, qui amène ces profils-là. Qui plus est, vous parliez de l'hémisphère sud, vous avez quand même une arrivée notamment des joueurs des îles qui physiquement, et pour l'avoir constaté, sont quand même des phénomènes sur le plan physique. Mais effectivement, je me suis posé parfois la question, quand je vois l'évolution de certains joueurs, je ne dirais pas en règle générale, mais effectivement, il y a eu parfois des doutes dans mon esprit, surtout quand vous êtes confronté sur le terrain à ce problème-là, parce que vous êtes là pour gagner et que parfois vous dites, mais ces équipes-là, elles ont un rendement physique supérieur quand vous comparez les méthodes de travail. Donc, effectivement, j'ai eu parfois des doutes. Et ces doutes sont dissipés aujourd'hui? Vous avez le sentiment que ça a été autrefois, mais c'est plus le cas aujourd'hui? Non, je crois que je reste assez vigilant là-dessus. Je suis pas naïf, les doutes, mais en même temps, je crois, alors aussi peut-être par naïveté, je pense aussi que le joueur de haut niveau peut être arrivé au haut niveau avec des méthodes normales. Je me suis toujours battu pour ça, donc je crois encore que c'est possible, même si effectivement on peut être amené à douter parfois. Oui, tout à l'heure vous l'avez rappelé de manière un peu détournée, un peu elliptique. Fut une époque où vous-même, par un certain nombre d'expressions publiques, un certain nombre de déclarations, vous aviez jeté un petit peu le pavé dans la mare, jeté un petit peu le trouble. Bon, j'ai sous les yeux en particulier l'Équipe Magazine du 6 janvier 2001. Oui. Hein, vous disiez le dopage est une réalité dans le championnat. En France, on pratique une politique de l'autruche, etc. Est-ce que ces propos-là, vous les confirmez? Dans le sens où, regardez bien, j'avais les cadences infernales et l'arrivée de l'argent pouvaient créer ces conditions-là. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit. Et je confirme ces propos. Donc, dans le sens où on devait rester vigilant dans l'encadrement, et je dirais ce que j'évoquais tout à l'heure, dans la formation de nos joueurs de haut niveau. Mais là, à ce moment-là, vous faisiez référence uniquement à l'utilisation éventuelle de créatine ou d'autres produits dopants dans le rugby? Non. Je vous dis dans quel contexte j'ai évoqué ces propos. Dans ce sens-là, je le répète. Mes chers collègues qui souhaitent... Stéphane Mazard. Oui, je suis désolé de revenir sur la question précédente, mais c'est vrai que dans vos propos, c'était en 2001, effectivement, vous étiez... c'était pas tellement des propos qui visaient à prévenir, mais vous étiez plutôt affirmatif à ce moment-là de ce qui pouvait se passer, puisque dans l'équipe, c'était en janvier 2001, vous disiez que le dopage est une réalité dans le championnat. Alors, est-ce qu'à l'époque, vos propos ont été travestis? Vous disiez d'ailleurs qu'à ce moment-là, vous aviez essuyé un peu les foudres du milieu et que la ministre vous avez complètement. Je vous répète, dans quel sens j'ai tenu ces propos. Je crois qu'il fallait être vigilant. Et je crois qu'il faut rester vigilant. Oui.
Ces propos, d'ailleurs, si vous reprenez, est-ce qu'il y a un titre, est-ce que vous pensez qu'un journal comme l'Équipe n'aurait pas fait son titre là-dessus? Quel est le titre de l'article? Si ça avait été autrement, quel est le titre de l'article? Si effectivement, en 2001, vous vous rendez compte, donc pour vous préciser le contexte, est-ce qu'un journal comme l'Équipe n'en aurait pas fait ces gros titres? Vous avez le titre de l'article? Il y avait 4 pages, effectivement, sur l'évolution. C'était dans le cadre de l'évolution du rugby. Donc, effectivement, ils m'ont posé la question du dopage, mais c'est sur un entretien de 4 pages. Imaginez l'Équipe si j'avais... comment l'Équipe n'aurait pas fait son titre là-dessus. Effectivement, il y a 2 lignes, et dans le sens que je vous évoque, imaginez, est-ce que l'Équipe ne se serait permis ou n'aurait pas fait un titre là-dessus si ça avait été autrement? Je ne suis pas le rédacteur en chef de l'Équipe à ce moment-là. Non, mais c'est pour ça. Je vous dis... Je ne fais que reprendre effectivement quand même les termes qui étaient les vôtres. Les propos, c'est pour ça que je vous redonne le contexte. C'était l'entretien de l'Équipe Magazine, exactement, un entretien de 4 pages qui était basé sur l'évolution du rugby. Et à un moment donné, effectivement, il y avait la question, je ne me suis pas, si vous voulez, sorti, j'ai effectivement dans le sens où le dopage doit être, il faut être vigilant avec les cadences infernales et l'arrivée de l'argent. C'est dans ce sens-là. Si effectivement il y avait autre chose, je vous précise, je pense que l'Équipe aurait sorti un titre là-dessus. Non, c'est 2 lignes dans un entretien de 4 pages sur l'évolution du rugby. Et effectivement, il était normal d'évoquer le problème. Alors c'était en 2001. Aujourd'hui, on sait effectivement que l'argent est là, que les cadences sont de plus en plus importantes. Et est-ce que la vigilance est au rendez-vous, selon vous? Je me pose la question. Je suis comme vous. J'ai envie de vous la poser. C'est pour ça que je vous ai donné la formation. Aujourd'hui, notre formation. J'ai des doutes sur notre formation. Je n'ai pas les réponses. J'ai monté dans le projet du Racing Métro une formation. Effectivement, aujourd'hui, on a pris le modèle du foot. Moi, je crois que l'originalité, la différence du rugby, c'était la dimension sociale. Par simplicité, par commodité, on a recréé le modèle du foot. Je le regrette. Mais effectivement, j'ai été obligé en tant que responsable à un moment donné de m'aligner sur ce qui se fait. Et aujourd'hui, je me pose la question sur notre formation de haut niveau. Et j'ai des craintes, j'ai des doutes, comme je pouvais en avoir en 2001. Ça ne m'a pas empêché d'être concret sur le terrain, d'amener des réponses, les miennes, qui sont ce qu'elles sont. Mais en même temps, je me suis toujours posé des questions. Un entraîneur ou l'entraîneur que je suis... je n'ai géré que des incertitudes. Je n'ai jamais eu de certitude. Je me suis toujours posé plus de questions que je n'ai amené de réponses. Et je crois que c'est le propre de l'entraîneur, en tous les cas de l'entraîneur que j'ai été. Et c'est dans ce sens-là que, effectivement, je me pose les mêmes questions aujourd'hui sur notre formation. Est-ce qu'elle forme le joueur de rugby de demain? Est-ce qu'elle forme l'homme de demain? Je regrette simplement qu'on ait abandonné notre originalité, notre différence, cette dimension sociale qui a mené le joueur de rugby à côtoyer le quotidien en permanence, qui lui permettait d'atteindre le haut niveau en tant que joueur de rugby, mais qui lui permettait de continuer aussi en tant qu'homme. On a choisi un autre modèle. J'ai fait avec aussi, parce qu'on est obligé, j'ai fait avec, mais je suis obligé aujourd'hui de faire ce constat. Est-ce que c'est la bonne formation pour nos joueurs de rugby de demain? Merci. Vincent Delahaye. Puis, oui, Monsieur le Président. Alain Dufaux. J'avais la même question sur la vigilance, sur le fait que vous disiez en 2001 qu'il fallait être vigilant. Est-ce que, effectivement, vous avez l'impression, vous venez de répondre sur le fait que vous doutiez un petit peu qu'on ait été suffisamment vigilant. Nous, on se pose des questions aussi. Je pense que c'est bien de se poser des questions. Et nous, ce qu'on recherche, c'est de voir comment on peut être plus efficace dans la lutte contre le dopage. Donc moi, j'ai l'impression, à vous entendre, qu'il y a quand même du dopage dans le rugby. Vous vous posez des questions, vous n'y répondez pas tout le temps, mais j'ai cette impression-là. Vous êtes tombé sur J'y réponds quand je suis actif dans l'action, dans mon action, par exemple, mon dernier projet au Racing. Effectivement, en matière de préparation physique, j'ai renforcé la préparation physique, j'ai renforcé le secteur médical.
tous les produits complémentaires que l'on peut donner, c'est nous qui les donnions, certifiés, contrôlés par des TOUBIP. Voilà, en termes d'action, mon action. Ensuite, effectivement, mon action est limitée par rapport aux problèmes en général, mais j'ai toujours essayé de donner des réponses dans mon action. J'ai entendu, je ne remets pas du tout ça en question. Simplement, mes questions, c'était de se dire, est-ce que concrètement, par rapport à ce que vous vivez, vous avez vécu au sein d'un club ou dans l'équipe de France, est-ce que vous pensez que les contrôles sont suffisants, les contrôles internes, c'est-à-dire que les prises de sang ou les contrôles réguliers, sont-ils suffisants pour s'assurer qu'il n'y a pas effectivement de joueurs qui, à votre insu, prennent des produits dopants? Est-ce que c'est aussi vrai en équipe de France? Et quelles seraient les 3 mesures concrètes pour améliorer la lutte contre le dopage dans le rugby? Est-ce que vous avez 3 dispositions qui vous sembleraient devoir être prises pour améliorer, puisqu'on est tous en train de chercher cette amélioration? Qu'est-ce que pour vous, il serait utile de prendre comme disposition? De manière globale, je reviens à mon dada, la formation. Je crois qu'il faut être vigilant dès ce moment-là et faire prendre, que ce soit au niveau de l'information, au niveau des pratiques, au niveau, je pense, alors c'est des petits détails, que je parlais de préparation physique, de suivi diététique. Je pense que c'est une éducation avant tout, je crois, et bien informer nos jeunes. Ça passe, à mon sens, par de la formation dans un premier temps, être très strict là-dessus. Ça passe par une organisation du travail qui va permettre un équilibre entre la compétition, l'entraînement et la récupération, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça, que ce soit au niveau de la formation, au niveau de la compétition des plus grands. Quand vous voyez aujourd'hui l'enchaînement, le calendrier international, national, les différentes... Donc je crois que ça passe aussi par une organisation du travail différente. Ça passe aussi par les contrôles. Donc ça passe par les contrôles en interne. On l'a toujours pratiqué dans les structures où j'étais. J'ai toujours fait en sorte jusqu'à contrôler par rapport aux produits complémentaires que l'on peut donner aux joueurs. Ça passe par un contrôle. Et ceux qui, notamment ceux qui arrivent de l'extérieur, vous êtes obligés, par rapport à la liberté, de leur demander ce qu'ils font, de contrôler ce qu'ils font. Et ça passe aussi par, après la prévention, ça passe aussi par de la sanction, parce que vous ne pourrez pas éviter les cas particuliers. Mais je crois qu'il est important de revenir un petit peu sur notre formation et sur notre éducation par rapport à ce triptyque compétition, entraînement, récupération. Je pense qu'on est toujours en décalage et on ne respecte jamais cet équilibre. Le joueur de haut niveau, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au plus haut niveau, est toujours en déséquilibre. Merci. Alain Dufaux. Oui, merci Monsieur le Président. Je vous ai bien écouté tous les deux depuis le début. C'est vrai que vos parcours sportifs, professionnels, d'éducateurs plaident pour vous. Et je crois que c'est bien si, à l'occasion de cette audition devant notre commission, vous avez pu rétablir une partie de vérité, ou votre vérité tout au moins. Moi, personnellement, je m'en félicite. Alors, c'est vrai, comme vient de me le dire mon collègue, que le but de notre commission, c'est d'essayer de faire des propositions concrètes pour améliorer la lutte contre le dopage. Et ici, au Sénat, je suis un de ceux qui se bat contre ce fléau depuis à peu près 25 ans. Et Dieu sait que nous avons parcouru un trajet positif avec des avancées, mais bien évidemment, le dopage est toujours en avance. Et c'est très très difficile de lutter de manière très efficace. Alors, c'est vrai que ce qu'il faut distinguer aussi dans la prévention, c'est que ce n'est pas seulement le côté triche, l'atteinte à l'éthique du sport, le dopage. C'est aussi l'atteinte à la santé du sportif. Et c'est peut-être un élément qu'on ne met pas suffisamment en avant. Atteinte à la santé qui peut aller jusqu'à la mort dans certains cas. Et là, je pense qu'il y a un rôle à jouer par les éducateurs auprès des jeunes qui est fondamental. Est-ce que le docteur peut donner son avis? Oui, merci de me donner la parole là-dessus, parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Nous sommes très vigilants. Il y a quand même des textes qui ont été produits. En particulier, il y a la loi de février 2004 sur le suivi longitudinal de nos sportifs, avec un certain nombre de règles, où on a demandé à chaque fédération de bien faire son cahier de charges en termes de
protection et de prévention en matière médicale afin de ne pas mettre nos sportifs, nos joueurs de rugby en l'occurrence, mais aussi dans toutes les disciplines, de ne pas les mettre en danger. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises au travers de cette première mouture de la loi de février 2004 et qui ont été un petit peu ensuite améliorées par chacune des fédérations, puisque, bon, c'est sûr que la surveillance biologique d'un rugbyman n'est pas la surveillance biologique d'un marathonien ou d'un nageur, hein, puisque les contraintes ne sont pas les mêmes. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été faites, mais je crois effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'il faut aller encore beaucoup plus loin. Hein, tous les jours, pour avoir, après ma carrière dans le monde du rugby, pour avoir continué avec des clubs professionnels, j'étais chargé de la surveillance du recrutement de certains joueurs et donc s'enquérir de l'état de santé de l'individu qui était recruté et surtout de l'avenir qui lui était réservé et surtout ne pas le mettre en danger pour son avenir et sa santé personnelle, son futur. Voilà. Et là, je rebondis sur ce que vient de dire Pierre Berbizier. Ça commence aussi dès le plus jeune âge. Voilà. Toute ma carrière, depuis 35 ans maintenant, j'ai toujours travaillé avec des enfants et des adolescents sportifs, ce qui est une grande passion pour moi. Et je suis très, très vigilant là-dessus. Je travaille, pour ne rien vous cacher, je m'occupe du centre de formation du Toulouse Football Club actuellement, en tant que médecin. Et donc, je suis très attentif au recrutement de ces petits joueurs, à leurs blessures. On est très présent sur eux, quoi. Et effectivement, on va faire. Je pense que si on occupe bien le terrain, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, il faut occuper le terrain. C'est de loin la meilleure des préventions contre le dopage. Il faut être présent. Voilà, je crois que c'est ça la réponse. Et pas uniquement pour les sportifs de haut niveau, la future élite. Moi, je collabore avec l'Agence nationale pour l'éducation par le sport. Je vois qu'il y a des projets magnifiques. Je regrette simplement que le sport ne soit pas plus pris en compte dans notre éducation. Je pense que ça passe aussi par l'éducation de base et non pas par l'éducation de notre seule élite. Le sport à l'école peut être aussi une solution qui permettrait l'éducation de notre future élite, quelle que soit la discipline, la spécialité. D'autant plus raison, faire ce petit commentaire, que l'éducation à partir de 20 ans, il y a quand même déjà 20 années qui sont écoulées, donc il vaut peut-être mieux commencer un peu avant. Jean-Claude Carle. Oui, merci Monsieur le Président. M'excusant auprès de vous d'avoir pu écouter la totalité de vos propos, et peut-être avez-vous déjà répondu à la question que j'allais vous poser. Lors de nos premières auditions, un médecin chargé du contrôle, des contrôles au laboratoire de Châtenay-Malabry nous a dit, et ça nous a quelque peu surpris, que c'était le rugby qui arrivait en tête des contrôles positifs. Alors ça, bien sûr, il faut pondérer tout ça. Alors, on n'a pas allé dans le détail des produits utilisés, quels étaient ces types de contrôles, mais est-ce que cette déclaration vous a surpris ? J'ai vu aujourd'hui, je crois, dans l'équipe d'autres chiffres, donc je me méfie toujours des chiffres et surtout de leur analyse. Donc c'est comme les sondages, on fait dire ce que l'on veut aux chiffres au sondage. Donc bon, je préfère retenir effectivement que ça existe aussi dans le rugby. Je crois que ça veut dire ce problème-là, il faut pas le rejeter, dire nous non. Après, quelle est la valeur des chiffres? Je ne sais pas. Le plus important, c'est que ça existe, qu'il y en ait déjà, qu'on soit déjà présent. Ça veut dire que le problème existe. Donc il faut traiter le problème. Il faut être, je reviens, il faut être vigilant et être collaboratif dans les solutions que l'on va donner. Après, peu ou plus, je ne sais pas, il faut faire attention aux chiffres, mais par contre la réalité est bien là, il faut être vigilant. Merci. Docteur Felipe Cantepomui, qui est venu devant notre commission d'enquête il y a quelque temps, s'est inquiété de la prise abusive d'un certain nombre de compléments alimentaires par les joueurs, en rugby, voire ailleurs, mais il parlait surtout du rugby. Quel est votre sentiment sur ce sujet des compléments alimentaires? Mais je n'ai jamais été un fanatique de ce genre de pratique. Je le dis très clairement et je plaide entre guillemets non coupable parce que ça ne m'a jamais intéressé. J'ai toujours pensé que par
ce qu'avec certains de mes amis on appelle la préparation cachée, c'est-à-dire bien récupérer, bien dormir, bien s'alimenter, bien s'hydrater. Je pense que déjà, là, il y a quand même un certain nombre d'ingrédients qui sont suffisants. Après, c'est vrai qu'il y a des sports à très haute dépense énergétique, et ces sports à très haute dépense énergétique, avec beaucoup de transpiration, beaucoup de sudation, on peut tout à fait imaginer qu'il y a des pertes sudorales qui soient très importantes et qu'on soit amené effectivement à compenser ces pertes. Mais de là à en faire quelque chose de systématisé, bon, je pense que devant votre commission, vous avez certainement eu des gens qui vous ont parlé de certaines pratiques comme la micronutrition, des choses comme ça. Moi, j'avoue que personnellement, j'ai toujours été hostile à ce que quelqu'un, en commençant sa journée, prenne 13 gélules sous prétexte qu'il fallait courir beaucoup, nager beaucoup. Je trouve ça un petit peu aberrant, d'autant plus qu'il n'y a pas, entre guillemets, de vérité scientifique derrière tout ça. Donc c'est parfois souvent des questions de marketing, je dirais. Que dans votre réticence à l'égard de l'utilisation de ce type de produit, il y avait, consciente ou inconsciente, la prise de risque pour les sportifs d'être embarqués dans une affaire de dopage à leur insu. C'est une question que je vous pose. Oui, mais c'est vrai, ce que disait Pierre tout à l'heure, hein, il faut effectivement, quand vous êtes confronté, moi je ne le suis plus là, mais comme Pierre avec ces joueurs de rugby, être confronté à des gens qui bouffent des protéines, des trucs comme ça, il faut s'assurer de ce qu'il y a dedans, hein, parce qu'effectivement, par Internet, vous trouvez tout aujourd'hui. Hein, je veux dire, donc on peut arriver à faire n'importe quoi. Et donc, effectivement, oui, il faut être... Ça a été un petit peu le problème de la créatine. La créatine, à une époque, était le produit miracle. C'était un produit marketing. Et puis après, on s'est aperçu que certaines créatines, il y avait des anabolisants. Donc, on s'en a aperçu après coup. Et effectivement, là, c'est des problèmes que vous récupérez et où il faut être vigilant. Il y a eu ce phénomène de mode. C'était la créatine. Donc, alors, dans quelle proportion, on ne savait pas. On était un petit peu... Et je crois que laisser le joueur dans l'incertitude et dans le... C'est ça, je crois qu'au niveau de l'information et au niveau de la déformation aussi par rapport à ce genre de pratique qu'il faut être vigilant. Mais on a été confronté à ce problème-là, oui. Monsieur Verbizier, votre dernière intervention m'amène à vous poser une question complémentaire. Ce que vous venez de nous dire, ça veut dire que vous avez vu pendant votre carrière de joueur, vous nous le direz, ou pendant votre carrière d'entraîneur qui n'est pas terminée, vous avez connu ces problèmes, vous avez parlé de la créatine, mais vous avez donc, d'une certaine manière, rencontré le dopage. C'est pas du tout... J'ai rencontré le problème de la créatine. Je ne vais pas vous le... Donc, effectivement, on a contrôlé les dosages, donc il a fallu contrôler. Donc, si vous voulez, si vous voulez, j'ai toujours demandé à ce qu'on sorte de ces produits-là. Mais vous aviez des joueurs qui avaient ces pratiques-là. Donc, et la créatine, on n'a jamais. Donc, il faut être vigilant, bien évidemment. Jean-Pierre Chauveau. Oui, merci. Juste une petite question, et je crois que mon collègue me dit que vous en avez peut-être parlé tout à l'heure. En ce qui concerne les écoles de rugby, les jeunes, est-ce que le suivi médical est vraiment très poussé alors je parle à un certain niveau, je ne parle pas ni des professionnels, mais des jeunes, des espoirs en définitive. Est-ce qu'il y a vraiment un suivi médical sérieux, quoi, et qui leur montre un petit peu tous les dangers qu'il peut y avoir à prendre des produits prohibés? C'est... sincèrement, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas très au fait un petit peu au niveau des écoles de rugby. Donc je côtoie sur certains tournois. J'ai envie de dire que je le mettrai dans le problème de l'éducation. Je crois que dès l'école de rugby, il faut être vigilant. C'est un encadrement de qualité. Parfois, effectivement, cet encadrement et notamment l'environnement aussi autour du terrain. Moi, ce que je déplore,
pour faire des tournois de temps en temps, c'est la pression qu'il peut y avoir autour du terrain, cet environnement. D'ailleurs, c'est un petit peu la caractéristique aussi avec le haut niveau. Je crois que le pouvoir n'est plus sur le terrain, il est autour du terrain, cet environnement. Que ce soit au niveau des tournois de jeunes, quand vous voyez ce qui se passe autour des terrains, que ce soit l'environnement aujourd'hui du rugbyman professionnel, je veux dire que le vrai danger, il est là. Il y a des environnements, je dirais, négatifs qui amènent à des comportements et des attitudes dangereuses. Et aujourd'hui, j'ai bien peur que cet environnement ait pris le dessus. Donc peut-être regarder aussi des solutions sur l'environnement du joueur de rugby, que ce soit à l'école de rugby, que ce soit au plus haut niveau. Merci. Que pensez-vous l'un et l'autre de la géolocalisation? C'est un des éléments qui a été souvent évoqué devant notre commission. Certains étaient favorables à la géolocalisation, d'autres totalement hostiles. Cette personne, vous en avez vu trop de monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Pratiquement, c'est franchement chiant, quoi, pour celui qui... Ça, c'est au moins une réponse rapide et claire. Mais comment? c'est au moins une réponse rapide et claire. Non, mais c'est vrai, il y a un intérêt, mais effectivement, je sais qu'il fallait tenir un calendrier 2 mois avant, c'est 2 mois, donc et après effectivement, pour tenir ce calendrier, donc je sais que pratiquement c'est très difficile à gérer. Je pense que l'idée est bonne, qu'on puisse savoir ce que fait le joueur, ce que fait l'athlète. Je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que pratiquement on peut améliorer le système? Parce qu'après, effectivement, c'est très très difficile et pour l'athlète ou pour le joueur qui se sent un petit peu coupable, un petit peu regardé. Il y a ce sentiment de culpabilité qui est peut-être difficile à vivre et qui pratiquement est difficile à gérer également. Et que pensez-vous des contrôles inopinés? Alors là, je vais me permettre de répondre. Je vous en prie. Voilà, j'ai été le premier en France sur ordre du ministère des Sports à faire un contrôle inopiné au Krebs de Toulouse. Voilà, c'était dans les années 80 et quelques. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je pense que, comme la géolocalisation, ça peut être une excellente chose, parce que c'est pas au moment des compétitions. Avec l'équipe de France, on a été contrôlé plein de fois. On a été contrôlé à tous les matchs. On a été contrôlé avant de partir. En Afrique du Sud, on a été contrôlé dès le jour même de notre arrivée en Afrique du Sud. Je veux dire, on a été contrôlé plein de fois. Ce qui adore était souvent très, très pénible quand on avait un joueur qui pissait pas. Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas de prise de sang, c'était uniquement sur les urines. Mais effectivement, que ce soit la géolocalisation, que ce soit les contrôles inopinés, moi je pense que c'est la base. Si on veut arriver dans le côté répressif, si vous voulez, si on veut arriver à quelque chose, c'est comme ça qu'il faut procéder, oui. Plus que sur les compétitions. Merci. Le rapporteur va vous poser les 2 dernières questions parce qu'on ne s'ennuie pas avec vous, mais le temps passe. Bien, je reviens quand même sur l'intervention de Laurent Bénézège. Bon, on a bien compris que vous ne partirez pas en vacances ensemble, en tout cas pas cette année. Mais à un certain moment, dans son audition, il dit « Mon intention est de pousser un cri d'alarme concernant les hormones de croissance, d'autant plus qu'elles sont difficiles à détecter. » Est-ce que vous croyez que ce cri d'alarme, est-ce que vous pensez qu'il est justifié dans le rugby? Ben oui, c'est sûr qu'il faut. C'est de la même façon que pour les anabolisants, l'hormone de croissance, c'est le stade avant, quoi. Donc oui, effectivement, il a raison. Vous savez, c'est la fameuse échelle qui fait que on va de plus en plus loin. À partir du moment où quelque chose est détecté, on essaye d'aller plus loin pour que ce soit pas détecté. Mais c'est pas que dans le rugby, c'est dans tout le sport. Oui, bien sûr. Là, il a raison. À condition, est-ce qu'il vous a donné des cas concrets? Je crois que c'est intéressant, effectivement, d'aborder le problème et précisément de
donner des cas concrets. Donc, ça aurait été intéressant. Effectivement, je crois que ce problème-là, il faut pas l'occulter, mais effectivement avoir des cas concrets qui permettent effectivement de faire avancer. Oui, alors pour ce qui nous concerne, donc modestement, nous essayons de poser les bonnes questions, mais on accorde également une grande importance, un grand intérêt aux preuves matérielles. Alors, docteur, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez conservé des fiches médicales des joueurs permettant, par exemple, de montrer qu'aucun d'entre eux n'a été soigné à la cortisone? Non. Non, parce que ça date, on parle de 95. Oui, bien sûr. Ça date de 18 ans et mes dossiers, depuis j'ai arrêté mon activité au Krebs, je conservais les dossiers au Krebs de Toulouse. Et quand j'ai arrêté mon activité en 2004, j'ai fait le vide-tiroir, quoi, c'est-à-dire, bien sûr. Merci. Toujours en fonction de la règle du déroulement de cette commission, vous avez maintenant 5 minutes à vous partager, ou un seul, c'est vous qui choisirez. Si c'est 6 minutes, on ne vous en voudra pas, pour conclure ce que vous aviez à nous dire sur ce problème de la lutte contre le dopage. Messieurs, je vous en prie. Je veux bien commencer sur quelques minutes, simplement dire, comme vous l'avez déjà entendu, que j'ai été un acteur de cette lutte antidopage, que je continue à l'être, mais de façon beaucoup plus modeste, et que je crois, ma conclusion, c'est surtout que je crois beaucoup à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire à l'occupation du terrain par nous, membres du corps médical, c'est-à-dire l'encadrement médical de tous nos sportifs, et que ça commence effectivement depuis le plus jeune âge, où malheureusement les choses sont balbutiantes pour des questions de moyens, c'est-à-dire qu'on met souvent tous les moyens sur les équipes professionnelles et les gens de haut niveau, et on les met beaucoup moins. Bon, dans notre ministère des Sports, grâce aux structures comme le Krebs de Toulouse, comme l'Institut national des sports, là il y a quand même des bases de travail en termes médicaux qui font que cet entourage est fait. Et je pense que c'est en entourant et en accompagnant nos sportifs qu'on se prémunit contre les risques de dopage. Merci, M. Berbizier. Vous pensez avoir... Non. Vous auriez aimé qu'on vous interroge sur autre chose, enfin sur autre chose, dans le cadre bien sûr de la non, simplement vous remercier à nouveau de nous avoir reçus, d'avoir pu s'exprimer en toute liberté. Donc je pense l'échange positif, en tous les cas, sachez que moi j'en avais besoin et j'en avais envie par rapport à certains principes et certaines convictions liées à ce problème-là. Auquel j'ai toujours répondu dans mon action plutôt pour lutter contre ça. Je continuerai à le faire par mon expression sur le terrain ou en dehors du terrain, mais je crois qu'il est évident que si on ne le fait pas de la base de l'éducation au plus haut niveau, tous les efforts qu'on pourra faire seront très vite réduits à néant. Donc je crois que dans le travail que vous faites, j'ai envie de vous remercier et de bien préciser effectivement que ce problème n'est pas l'affaire que d'une seule catégorie, le sport de haut niveau. Je pense que tous les sportifs doivent être très vite éduqués à ce problème-là, et c'est par l'éducation qu'on pourra lutter le mieux à ce fléau. Merci en tous les cas de nous avoir reçus et de nous avoir permis de nous exprimer. Merci à vous d'être venus nous rencontrer. Nous n'avons pas fait beaucoup d'exceptions. Il y a eu des tas de demandes qui avaient été faites, mais je pensais que vous concernant, il fallait que vous puissiez vous exprimer. Si vous avez eu le sentiment de pouvoir le faire, c'était bien ainsi. Merci messieurs.